Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le solde commercial avait un impact sur les fluctuations du taux de change. Lorsque la balance des transactions courantes, c'est-à-dire tous les produits et les services que l'on exporte, moins les produits et les services que l'on importe, donc quand cette balance des transactions courantes est excédentaire, le taux de change avait tendance à s'apprécier. Et lorsqu'une balance des transactions courantes est déficitaire, le taux de change a tendance à se déprécier. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir un effet retour, à savoir lorsque le taux de change se déprécie ou est dévalué, je reviendrai dans un instant sur cette différence de termes, donc lorsque le taux de change se déprécie ou lorsqu'il est dévalué, ça a un impact sur le solde commercial. Je reviens un instant sur ce vocabulaire d'évaluation ou dépréciation. La dépréciation nous renvoie au fait qu'une monnaie va se déprécier, c'est-à-dire qu'il faudra, contre une unité de monnaie nationale, on aura moins de monnaie étrangère. Et cette évolution du prix sera déterminée par le marché. Le marché d'échange, le Forex, a tendance à apprécier ou déprécier certaines monnaies. Par exemple, depuis 12 ans, on peut dire que l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. En 2008, il fallait environ, avec 1 euro, je pouvais me payer 1,6 $. Maintenant, en 2020, avec 1 euro, je ne peux plus me payer que 1,10 $. Cette dépréciation a été décidée en quelque sorte par le marché. Quand on parle d'une déévaluation, ce n'est pas le marché qui a décidé. Il a peut-être influencé, mais ce n'est pas lui qui a décidé, c'est l'autorité politique, les hommes d'État qui ont décidé d'un nouveau prix du taux de change. Alors par exemple, en France, entre 1980 et 1984, il y a eu 3 dévaluations et ces 3 dévaluations, ça a été une nouvelle parité du franc par rapport à d'autres devises. Et c'est l'autorité qui a décidé. Ça ne change rien en raisonnement, ça signifie que soit qu'on dévalue, soit que ce soit une dépréciation, avec une unité de monnaie nationale, j'obtiens moins de monnaie étrangère en échange. Bon. Alors cela étant dit, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette précision dans le cadre du tuto. Donc dépréciation ou dévaluation, ça a un impact sur le solde de la balance des transactions courantes. C'est ce raisonnement que nous allons voir. On va essayer de clarifier le sens de cette liaison et à quelles conditions ça fonctionne. On a quand même besoin d'un prérequis pour comprendre la suite. Un prérequis qui est rappelé dans une vidéo précédente. Je la rappelle rapidement, quand une monnaie se déprécie ou qu'elle est dévaluée, ça signifie que les exportations coûtent moins cher à l'étranger, donc elles sont plus compétitives, et les importations coûtent plus cher. Et à l'inverse, quand la monnaie s'apprécie, ça signifie que les exportations coûtent plus cher à l'étranger, on est moins compétitif, mais les importations coûtent moins cher. Si ce n'est pas très clair, je vous renvoie à l'autre tuto au niveau microéconomique, c'est correctement expliqué. Et quand on a ça en tête, eh bien, le reste devrait être très très simple. Dans moins de 15 minutes, vous serez au courant des conséquences des variations du taux de change sur le solde commercial. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bien, alors on l'a dit, le solde commercial, c'est la valeur des exportations moins la valeur des importations. Il s'agit des biens et des services, c'est la balance des transactions courantes. J'ai résumé, j'ai mis le solde commercial pour simplifier le vocabulaire. Donc, on va réécrire ça autrement. Donc, la valeur des exportations, ce sont les quantités des choses exportées, biens ou services, multipliées par leur prix. Et pour les importations, eh bien, c'est les quantités de tout ce qu'on a importé, les matières premières, les produits manufacturés, etc., multipliées par leur prix. Ça va nous donner les choses en valeur. On va simplifier l'écriture. On va mettre Q pour quantité, X pour les exportations, P pour prix, X pour le prix des exportations. Et puis pour
les importations, Q pour le M des importations et P pour le prix des importations. Bon, c'est juste pour simplifier l'écriture. Donc là, ça me donne le solde commercial. Et nous, ce qu'on a vu déjà, ça faisait partie des prérequis, la dévaluation ou la dépréciation diminue le prix des exportations et augmente le prix des importations. Donc, regardons ce qui se passe avec cette équation. Donc, si ça diminue le prix des exportations, ça signifie que P de X va donc diminuer et a priori, toutes choses égales par ailleurs, les quantités restent constantes. Donc, on comprend bien que si le prix diminue, la valeur de mes exportations va diminuer. Et on a dit que ça a augmenté le prix des importations, cette dévaluation ou cette dépréciation. En augmentant le prix des importations, ça signifie que le prix ici va augmenter. Donc ce qui fait que la première conséquence d'une dépréciation ou d'une dévaluation, c'est que dans un premier temps, le déficit commercial se creuse. On comprend bien pourquoi, puisque dans un premier temps, les recettes de mes exportations ici vont diminuer à cause de la baisse du prix, et d'autre part, le coût de mes importations va augmenter à cause de l'augmentation du prix. Au total, le déficit commercial, il se creuse. Mais dans un second temps, c'est là la clé du raisonnement, après un certain délai d'inertie, on peut escompter que les consommateurs vont réagir aux variations de prix. Et dans un second temps, il va y avoir une augmentation des quantités exportées. On comprend bien qu'à l'étranger, si les prix des produits nationaux coûtent moins cher, on peut espérer que les quantités exportées augmentent. Et donc, c'est ce qui va se passer dans un second temps. Les quantités exportées vont augmenter. Et de même, du côté des importations, si mes importations coûtent plus cher, on peut espérer qu'on importe moins de produits qui viennent de l'étranger. La hausse des prix des importations entraîne une diminution des quantités importées. Ici, les quantités importées vont donc diminuer. Et donc, ce que l'on espère, c'est tout l'intérêt de déprécier sa monnaie ou de dévaluer sa monnaie, c'est que l'effet quantité soit plus grand que l'effet prix. Et si c'est le cas, le déficit commercial se résorbe ou encore l'excédent commercial s'accentue. Bien, on va voir maintenant ce raisonnement d'un point de vue géométrique, graphique. C'est connu dans la littérature académique sous le symbole de la courbe en J, c'est son nom, le nom du raisonnement que l'on vient de faire de manière littéraire, on va le faire de manière géométrique. Alors, dans un premier temps, on représente le solde commercial et l'échelle du temps. Et l'échelle du temps ici, elle représente l'équilibre commercial. Au-dessus de l'échelle du temps, dans cette partie-là, on a un excédent commercial, les exportations sont supérieures aux importations. Au niveau de l'échelle du temps ici, on a un équilibre commercial et, vous l'avez deviné, en dessous, on a un déficit commercial. Donc là, on représente géométriquement le solde d'une balance des transactions courantes. Alors on a compris que si la monnaie se dévaluait, si elle était dévaluée par le gouvernement ou si elle avait tendance à se déprécier par le marché, eh bien on a compris que ça diminuait le prix des exportations, ça a augmenté notre compétitivité, mais ça a augmenté le prix des importations, c'est l'effet prix. Donc ce qui se passe dans un premier temps, c'est que, on le voit ici sur la courbe, le déficit est en train de se creuser dans un premier temps, c'est très logique puisque mes recettes d'exportation sont plus faibles et le coût de mes importations est plus important. Donc le premier effet, c'est de creuser le déficit. Ici, je creuse ici, je suis parti d'une situation de déficit et donc ça creuse le problème dans un premier temps. Puis, le raisonnement que nous avons vu, c'est que après, dans un second temps, les consommateurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, vont réagir au prix. Après un certain délai, les agents économiques réagissent au prix. Les quantités exportées augmentent et les quantités importées diminuent, c'est le fameux effet quantité. Et tout le raisonnement est basé, je l'ai dit précédemment, raisonnement est basé sur le fait que l'effet quantité allait l'emporter sur l'effet prix.
Donc nos produits coûtent moins cher à l'étranger, mais on en vend plus. Donc au total, la recette commerciale de nos exportations va augmenter. De même que les importations coûtent plus cher, et donc comme elles coûtent plus cher, on va en importer moins. Donc dans un deuxième temps, on espère que le solde commercial, le déficit se résorbe et qu'il passe même à l'excédent. Vous remarquez la courbe en rouge ici, elle représente la forme d'un J, c'est ce qu'on appelle la courbe en J. Alors à partir de quel délai on peut espérer atteindre l'équilibre, voire l'excédent, entre le moment où la dépréciation se met en place et le moment où on atteint l'équilibre et où la balance commerciale devient excédentaire? C'est variable selon les pays, mais enfin, il faut compter, c'est assez long, c'est pas instantané. L'effet d'inertie dont j'ai parlé, il faut compter environ 12 à 18, voire 24 mois entre le moment où le pays est en déficit et le moment où il peut espérer basculer dans un excédent commercial. Bien, donc on comprend que la manipulation du taux de change, ça puisse être un outil de politique économique assez appréciable, puisqu'on voit que ça peut modifier un des objectifs de politique économique. Dans le carré magique de Nicolas Kaldor, le solde commercial excédentaire fait partie des objectifs de politique économique. Donc on comprend que cette manipulation du taux de change, je le répète, peut être un instrument assez intéressant. Cela dit, il y a quand même 2-3 petites choses, des conditions pour lesquelles ça puisse fonctionner. Première remarque, nous avons raisonné ici uniquement sur la base de la compétitivité prix. On a tout simplement fait l'hypothèse que c'est parce que des produits étaient moins chers à l'exportation qu'on en vendait plus. Encore faut-il qu'ils aient la qualité. Il y a une différence entre la compétitivité prix, vendre nos exportations avec des produits peu chers, et la compétitivité hors prix, où les étrangers achètent nos produits parce qu'ils sont de bonne qualité. Donc là, on a raisonné uniquement sur la base de la compétitivité prix. Il y a ensuite une deuxième gamme d'arguments qui limite ce que l'on vient de voir ici. Dans cette gamme d'arguments, il y en a 4. Le premier argument parmi ces 4, c'est tout simplement que les agents économiques doivent être sensibles aux variations de prix. Alors là, il y a dans la littérature quelque chose d'un peu technique, c'est ce qu'on appelle les conditions de Marshall-Lerner. En termes techniques, il faut avoir les bonnes élasticités prix. Je ne vais pas développer l'argument ici, mais c'est tout simplement l'idée de voir que quand les produits sont moins chers, les agents étrangers étant sensibles au prix, eh bien, ils vont en acheter plus. De même que les nationaux qui vont voir le prix des importations coûter plus cher, ils sont sensibles au prix et donc ils vont acheter moins d'importations, et donc ce qui suppose qu'il y ait des produits de substitution. On sait bien que ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, quand l'augmentation du prix du pétrole augmente, si l'euro se déprécie par rapport au dollar, et donc on paye le pétrole plus cher parce qu'on le paye en dollars, eh bien, c'est pas certain qu'on en consomme moins, qu'on en importe moins, parce que on n'a pas tout simplement pas le choix. On est plutôt insensible, inélastique par rapport aux variations de prix. Donc, il faut des bonnes conditions de sensibilité au prix. C'est le premier argument. Le deuxième argument également, il faut que les producteurs nationaux aient des capacités de production inemployées qui pourront amener à être employés précisément. Si les étrangers décident d'acheter plus de produits nationaux, ça suppose qu'on soit capable de les fournir. Donc que les entreprises nationales aient des capacités de production inemployées pour servir cette nouvelle demande. D'une part, la demande étrangère, et d'autre part, la demande nationale qui, on l'a vu, va substituer une production nationale à la production étrangère. Troisième condition implicite que je rends explicite ici, ça suppose que les consommateurs ne soient pas nationalistes. S'ils veulent acheter national, quel que soit le prix, là le raisonnement ne fonctionne pas. C'est lié aux conditions de Marshall-Lerner dont on a parlé. Et puis enfin, la dernière condition, c'est qu'il ne faut pas que les producteurs profitent de la dévaluation ou de la dépréciation monétaire pour augmenter leur marge. Alors là, ça ne marcherait pas. Si à l'étranger, les prix nationaux baissent grâce à la dévaluation ou la dépréciation, et que les producteurs profitent de cette baisse des prix sur lequel ils n'ont pas d'action
pour augmenter ses prix, pour augmenter leur marge, voilà, le raisonnement est tout de suite invalidé. Et puis enfin, il y a des effets pervers à cette manipulation de taux de change. Le premier effet pervers, c'est que, on l'a compris, les importations vont coûter plus cher. Et si on est très dépendant des produits importés, il va y avoir des tensions inflationnistes dans le pays. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'est bien l'augmentation du niveau général des prix. Donc des tensions inflationnistes qui peuvent être préjudiciables à la croissance. Et puis enfin et surtout, un des effets pervers principaux, c'est que le raisonnement que nous avons vu, celui de la courbe en J, il ne tient pas compte des réactions des autres partenaires. Les autres partenaires, devant une dépréciation ou une dévaluation d'un pays, peuvent faire de même. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle les guerres monétaires. Et c'est précisément ce qui se passe depuis 2008, ou depuis la crise des subprimes, où on voit que chaque pays ou chaque groupe de pays tente de manipuler sa monnaie directement ou indirectement. Directement, c'est le cas de la Chine. Indirectement, c'est le cas de la zone euro, pour trouver des astuces pour dévaluer ou déprécier la monnaie. Ce qui fait que la guerre monétaire fait qu'il ne peut pas y avoir de vainqueur à court terme, puisque ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre par la riposte commerciale. L'exemple typique, ça a été la riposte des Américains avec Donald Trump qui a taxé les produits chinois car ce dernier a accusé les Chinois d'avoir un taux de change qui était sous-évalué. Bref, on le voit, cet outil de politique économique, la manipulation du taux de change, par son effet escompté sur le solde commercial, est à manier avec précaution. Voilà, j'espère que ce tuto vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose et quelques bricoles sur ce lien entre le taux de change et l'équilibre extérieur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.